Voilà, je pense que avec 5 minutes académiques, nous pouvons commencer et je suis vraiment extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à l'Académie royale de Belgique pour un colloque qui s'annonce tout à fait passionnant sur le rôle, la place, mais aussi les attentes et les frustrations de cette Belgique martyre au sortir de la Première Guerre mondiale. Et je voudrais d'emblée commencer par remercier les initiateurs de ce colloque, son comité organisateur, pour cette belle idée, un comité qui est interuniversitaire et à ce titre, j'insiste, qui a tout à fait sa place à l'Académie royale de Belgique, qui doit être un lieu de rencontre entre les chercheurs de toutes les universités et notamment des universités de la communauté française, mais il y a aussi dans le comité organisateur des collègues au-delà de nos frontières et c'est excellent, bien évidemment. Je voudrais les remercier d'avoir soumis cette idée au Collège Belgique, qui est l'organe de diffusion du savoir de notre académie, un colloque de plus de 30 communications, 2 jours et demi. C'est assurément ambitieux et je m'en réjouis. Alors évidemment, il y avait une opportunité chronologique, hein, un anniversaire, 100 ans. Et s'agissant du traité de Versailles, évidemment, l'opportunité chronologique se marque d'autant plus puisqu'il y a une espèce de cascade de commémoration des dates. Puisque, bien évidemment, ce traité de Versailles est commémoratif au moins géographiquement et chronologiquement. Géographiquement, parce que c'est Versailles. Vous avez quand même, je pense, au moins une douzaine de traités de Versailles dans l'histoire. Bon, celui-là est évidemment extrêmement important, mais on n'a pas oublié, évidemment, que c'est dans cette galerie des glaces que le Kaiser s'est proclamé. D'ailleurs, à une date qui n'était pas non plus tout à fait innocente, en 1871, parce qu'elle renvoyait à ce 18 janvier 1701, qui est la date de proclamation du premier roi de Prusse. Donc il y a une espèce de chronologie en miroir, et si la conférence de la paix de Paris commence ce 18 janvier, c'est évidemment en relation avec cela, et si elle se clôture le 28 juin, c'est pour faire alors allusion à l'attentat de Sarajevo. Donc il y a au sein même, je dirais, de ce traité de Versailles, une notion commémorative que donc ce colloque reprend à son compte. Mais au-delà de ça, et au-delà de la façade, il y a dans ce colloque une très grande modernité, me semble-t-il, et c'est ça qui intéresse aussi tout particulièrement l'Académie. Tout d'abord sur la question du multilatéralisme dans la diplomatie, qui est aujourd'hui particulièrement attaquée. Et il me semble qu'il y a là aussi à réfléchir. Donc c'est un point de vue important. Un autre point de vue que vous allez aborder, si j'ai bien lu les résumés qui sont joints au dossier, c'est évidemment la question du rôle des opinions publiques, qui est aujourd'hui aussi un point extrêmement important et qui joue beaucoup à ce moment-là. Et bien sûr, on pourrait ajouter, même si c'est un petit peu en dehors de l'objectif de votre colloque, mais il est dans le titre, il y a aussi, dans le traité de Sèvres, la question, bien évidemment, de la question arménienne, certes, mais la question kurde aussi, c'est-à-dire la question de la géopolitique proche-orientale, qui elle aussi revient et comment à l'avant de notre actualité, y compris même si on prend le traité de Lausanne, qui finalement est la vraie expression de cet avortement, je dirais, du traité de Sèvres. Si on prend le traité de Lausanne, c'est toute la question des échanges de population sur base religieuse. N'oublions quand même pas qu'en 1923, la Grèce, et notamment Athènes, voit sa population doubler en quelques mois, et c'est le signe pour le développement, y compris urbanistique d'Athènes, d'une
profonde modification avec les cités-jardins et une séparation d'ailleurs entre le nord et le sud de la ville d'Athènes. C'est aussi, me semble-t-il, un point d'attention sur l'usage des langues que ce traité de Versailles, et qui intéresse aussi l'Académie dans toute une série de ses activités, puisque c'est l'irruption de l'anglais, certes comme langue secondaire, mais le français perd sa position dominante qu'il avait quand même, disons au moins depuis le traité d'Utrecht, on dira, et c'est bien sûr à la demande des Britanniques et des Américains, vous le savez bien, et aussi peut-être avec l'aval de Clémenceau, qui n'était pas opposé à la pratique de l'anglais, on voit apparaître cet anglais. J'y reviendrai dans un instant parce que cela touche aussi l'Académie. Alors, dans ce grand foisonnement de 1919, l'Académie royale de Belgique n'est pas du tout en dehors du mouvement, puisqu'elle participe, dans son domaine propre évidemment, à tout ce mouvement scientifique de pacification, on pourrait mettre des guillemets, par la science. Et l'Académie royale de Belgique est l'un des membres fondateurs de l'Union académique internationale, qui est créée en 1919, dont on fête donc aussi le centenaire cette année. Ça aura lieu à Paris, sous la coupole, mais dont la Belgique va accueillir le siège. Et elle l'accueille toujours, l'Académie royale est toujours le siège de l'Union académique internationale, en souvenir de ce membre, de cette fondation de 1919, à un moment où l'Académie et l'Union académique internationale, sous l'influence française, il faut bien le dire, fait quand même partie du clan des revanchards, puisque l'Allemagne ne fait pas partie de cette union, c'est une semi-union, et donc la Belgique, là, évidemment, dans ce clan qui écarte, au moins momentanément, l'Allemagne de ses travaux. Une union académique internationale qui a le français pour langue d'usage. Là aussi, on est à une charnière, ça ne va pas nécessairement durer. Très vite, l'anglais va apparaître comme langue secondaire. Mais je voudrais insister sur l'angle d'approche des organisateurs du colloque, qui ont essayé de mettre en avant à la fois la richesse des acteurs individuels et des organes de pouvoir. Ceci me semble particulièrement intéressant, et je voudrais, dans cet accueil, consacrer quelques minutes à un acteur individuel de ce mouvement, un acteur individuel que vous connaissez bien évidemment, et qui a un lien avec un projet que nourrit aujourd'hui, nous sommes en train d'y réfléchir, que nourrit l'Académie royale de Belgique. Il s'agit d'Henri Lafontaine. Henri Lafontaine, que je ne dois évidemment pas vous présenter, avocat célèbre, député socialiste, et évidemment prix Nobel de la paix juste avant cette guerre, en 1913. Et Henri Lafontaine, qui a, au moment où la guerre éclate, une autorité quand même réelle, ne fût-ce que par son prix Nobel, quitte très vite la Belgique dès août 1914 pour l'Angleterre, et puis en avril 1915 émigre aux États-Unis. Et ce parcours me semble assez intéressant parce que Henri Lafontaine repère immédiatement que l'intérêt de la cause doit être plaidé aux États-Unis. Et il est très intéressant qu'il va s'occuper principalement de l'opinion publique. Il va parcourir tous les États-Unis pour essayer de convaincre de sa thèse
hein, de cette thèse qui veut substituer à la lutte armée un droit international, vous le savez bien, et il va, pour ce faire, il a décidé d'écrire un livre qu'il va intituler Magnissima Carta. Magnissima Carta, évidemment, en 1515, ça fait allusion à un autre anniversaire, 700 ans, hein, de la Magna Carta, évidemment, de 1215, qui impose un nouvel ordre agencentaire. Et cette allusion à la Magna Carta est évidemment fondamentale. Et ce livre, que Henri Lafontaine commence à écrire en Angleterre, va être publié aux États-Unis en 1915. Préface d'ailleurs datée du 4 juillet 1915, ce qui est une manière de lier les intérêts nationaux et l'ambition internationale. Mais ce livre a été écrit en français. Là aussi, l'évolution de la langue. Et Henri Lafontaine souhaitait qu'il soit également publié en français. Il ne l'a jamais été. C'est un livre qu'il veut profondément pragmatique. Hein. Il a comme titre en anglais The Great Solution. C'est une convention. On a un certain nombre d'articles, 72 articles, qui ne seront pas publiés en français, mais dont le manuscrit annoté est conservé dans les archives du Mondaneum, dont je salue ici le président Daniel Sotio. Et nous essayons, en accord avec le Mondaneum, de publier à l'Académie royale ce manuscrit en français, qui est la langue originale, je dirais, de l'écriture de ce livre. C'est rendre compte et rendre hommage à Henri Lafontaine et à sa vision. Comme vous le savez, Henri Lafontaine a pris part à cette conférence de la paix de Paris comme conseiller technique de la délégation belge, et il n'a pas toujours réussi à cacher sa déception par rapport à la conférence de la paix, notamment par rapport au pacte de la Société des Nations, hein, qui est signé aux alentours d'avril. Il va rester jusqu'à Pâques concerné par ces négociations. Et il écrit dans une lettre datée du 9 juin 1919 à John Bates Clark, qui est un économiste de la tendance néoclassique, qui a, quoique américain, passé quelques années en Allemagne, et qui est proche, évidemment, de la tendance socialiste d'Henri Lafontaine. Il écrit ceci. Donc Lafontaine écrit « Tout ce qui se passe à Paris, le triomphe de la diplomatie secrète et d'une autocratie tétrarchique, on voit bien à qui il pense, est écœurant. Le pacte de la Société des Nations est une plaisanterie sinistre. La guerre est maintenue comme possibilité alors qu'elle aurait dû être condamnée comme un crime. La question du désarmement n'est pas réglée. La création d'une Cour internationale de justice est repoussée. Et le pouvoir exécutif est confié à un conseil composé majoritairement de membres non élus et représentant les 5 grandes nations. C'est une condamnation très sévère, évidemment, des travaux qui ont lieu à ce moment. À coup sûr, Henri Lafontaine fait partie de ceux qui regrettent le tour politique plus que juridique, hein, que prend cette Société des Nations. Et il dira un peu plus tard, en s'adressant aux membres de l'Union internationale des sociétés de la paix, c'était d'ailleurs aussi une des raisons de son départ aux États-Unis, puisque la Dotation Carnegie ne soutenait plus les mouvements de la paix. Enfin, bon, je vais faire court. Mais il dit ceci un peu plus tard, je crois en 1920, « La paix n'est pas faite et les peuples sentent instinctivement que ceux qui ont assumé la tâche périlleuse de mener le monde vers des destinées meilleures n'ont réalisé qu'une œuvre précaire. Un mécontentement latent et vague règne et les masses appauvries et affaiblies ne savent vers quel horizon diriger leurs pas. »
Alors bien sûr, Henri Lafontaine, en sa qualité de délégué de la Belgique aux premières assemblées de la Société des Nations, 1920 et 1921, va soutenir cette nouvelle institution, et notamment à travers l'Union internationale des associations pour la Société des Nations, qui aura d'ailleurs son siège à Bruxelles, là aussi. Mais assurément, le traité de Versailles ne crée pas uniquement des frustrations au sein des grandes et des petites puissances. Elle crée aussi qui veulent évidemment, et notamment de la Belgique, qui veulent des justes réparations dont vous parlerez, bien sûr, mais elle crée aussi un certain nombre de frustrations chez des personnalités plus ambitieuses quant au rôle juridique que pourraient jouer les nouvelles institutions au plan du droit international. Je souhaitais mettre cet éclairage de l'Académie royale de Belgique en évidence parce que nous sommes donc ici à la fois concernés par 1919 et nous nous sentons une obligation de maintenir aussi une activité scientifique dont votre colloque fait partie. Je vous en remercie très, très sincèrement et parce que je pense qu'il est important de mettre en évidence, et c'est le travail de l'historien, les faux pas, les erreurs, les frilosités, aussi dans l'évolution de l'histoire, et surtout, et peut-être même, oui, essentiellement, de mettre en évidence les freins de toute société, qui sont parfois plus importants que les moteurs de l'action sur le développement de l'histoire. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux dans les jours qui viennent.